compagnie. Acte. Deuxième compagnie rassemblée complet. À vos ordres, major. Deuxième compagnie en commandement repos. Garde à vous. Bonjour la 2. Bonjour, major. Repos. Bonjour la 3. Bonjour, major. Repos. Première compagnie, rassemblée complet. Deuxième compagnie, rassemblée complet. Le 24 février 2022, la guerre éclate en Ukraine. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Le porte-avions Charles de Gaulle et son escorte, déployés en Méditerranée orientale pour lutter contre Daesh, modifient leur mission. Ils se repositionnent pour protéger les alliés de la France dans l'est de l'Europe. À la même période, le lieutenant de vaisseau Arnaud, sous-marinier, est le premier marin d'Active à dépasser les 2000 mètres de profondeur pour inspecter des câbles sous-marins à bord du Nautil. Un peu plus tard dans l'année, le second maître Pierre s'engage dans une périlleuse mission de lutte contre les trafics au large de la Guyane, tandis que le premier maître Guillaume, à bord d'un hélicoptère de la flottille 35F, éditreuille une famille naufragée sur les côtes corses. Ces faits n'ont rien d'exceptionnel. Ils illustrent une marine mobilisée pour remplir ses missions. Elle prépare aussi le combat de demain, qui pourra être de haute intensité et dont la victoire passera par la maîtrise de toutes les dimensions de l'espace maritime. En mer ou à terre, les équipages de la marine sont mobilisés. Alors la marine de demain, pour moi, c'est d'abord la marine des talents. C'est que dans nos rangs, nous comptions des marins, des hommes et des femmes qui aient compris les enjeux de demain et qui soient capables de mettre leur énergie pour assurer cette transformation entre aujourd'hui et demain, un demain qui est assez incertain et qui est en train d'accoucher dans la douleur. Ensuite, c'est d'avoir une marine en pointe, une marine qui est capable de mettre en œuvre des technologies complexes, des technologies de la supériorité, qui vont permettre d'assurer la sécurité de nos concitoyens dans toutes les circonstances. Et puis enfin, une marine de combat, c'est-à-dire une marine faite d'équipages solides, avec des chefs courageux, des marins qui ont confiance dans leurs chefs et qui sont prêts à se battre dans toutes les conditions, y compris les plus difficiles. Alors la marine est une arme technique. Nos bateaux sont compliqués, ils mettent en œuvre les technologies de pointe, des technologies extrêmement modernes, et donc nos marins, quand ils rentrent, il faut les former. Il faut les former à deux choses, les former aux techniques qu'ils vont devoir mettre en œuvre, et puis il faut les former au savoir-être, être un équipage, passer des jours, des mois dans une coque en fer, et bien s'entendre et accomplir la mission sur un bateau dans un équipage où chaque marin compte. Cela peut paraître contre nature, mais l'aventure de chaque marin commence à terre, dans une des écoles de la marine qui forment à devenir marin. Le centre d'instruction navale de Brest est un lieu iconique de la marine. Il accueille l'école des Mousses, l'école de Mestrance et le lycée naval. Les murs de ce prestigieux centre d'instruction ont accueilli des générations de Français prêts à servir. Former, mais surtout transmettre. Donner un cadre, une envie, une fierté de servir. Avant de venir ici, moi, j'avais aucune connaissance particulière sur la marine et j'ignorais tout en fait du centre d'instruction navale de Brest. Mais dès que je suis arrivé, en fait, ma première impression, ça a été la grandeur du lieu. C'est assez grand et c'est chargé d'histoire. Par exemple, on peut s'en rendre compte dans le salon Richelieu. Donc
je pense qu'il y a eu plusieurs promotions qui sont passées avant nous, plusieurs promotions de Mousse, mais également de Mestrance. Donc c'est un lieu chargé d'histoire, que ce soit pendant la Seconde Guerre mondiale, et où les cadres et le lieu correspondent très bien à nos attentes. École des Mousses à mon commandement. Garde à vous. Repos. Bien, je suis très content de la présentation de ce matin. Vous faites honneur à l'école des Mousses. Continuez comme ça, vous avez mis la barre très haute pour la deuxième compagnie. Pour certains d'entre vous, vous allez subir des évaluations. Prenez-les au sérieux. Elles compteront dans votre moyenne de deuxième trimestre. Garde à vous. Bonne journée les Mousses. Bonne journée, commandant. Aux ordres de votre capitaine de compagnie. Alors, le centre d'instruction navale est le centre de formation initiale de référence de la marine depuis à peu près 60 ans maintenant. En fait, c'est un peu le creuset des formations initiales. Et quasiment tous les marins ont débuté leur carrière par une première formation ici, au CIN. Pour avoir accueilli depuis 2 ans et demi de nombreuses palanquées de jeunes élèves, ce que je peux dire, c'est que j'ai vraiment foi dans l'avenir de la marine. Parce que les élèves qui nous rejoignent ici au centre d'instruction navale ont envie de s'engager. Ils ont vraiment cette véritable envie, ils ont envie de s'engager, ils ont envie de servir à quelque chose, envie de servir quelque chose qui les dépasse, et ils y croient fortement. Qu'on y accorde de l'importance ou non aux couleurs et à l'ordre serré, on va être fier d'une manière ou d'une autre, parce que c'est 2 notions qu'on n'a pas du tout dans le civil, une notion d'appartenance à un groupe, et surtout entre nous on s'entraide. Alors certes, c'est pas tout rose, tout beau, où donc tout le monde est copain, où tout le monde est ami, mais malgré ça, il y a une certaine entraide et une certaine cohésion, où donc quand on sait marcher en rang, quand on sait chanter, et que comparé à d'autres compagnies, on se démarque par notre sérieux et par l'ordre serré qu'on réalise. C'est une certaine fierté, et même si au début, en venant ici, on n'a pas des valeurs concernant la patrie, on va très vite les acquérir parce que c'est une fierté. Pour l'ennemi, ni trêve, ni pitié. La mythique École des Mousses accueille chaque année 250 jeunes de 16 à 18 ans. C'est une des 4 grandes écoles de formation initiale de la marine, avec l'école des matelots, l'école de Mestrance et l'école navale, qui forment chaque année les 4000 jeunes recrutés par l'institution. On va faire un petit peu d'échange. Moi je pose des questions, vous trouvez des réponses. Basique, hein, des trucs par rapport à ce que vous avez vu dans le civil, et vous verrez qu'on pourra l'adapter au bateau. On donne des ordres, repoussez l'ancien. Du niveau 3e ou avec un bac plus 5, pour chaque niveau scolaire, chaque parcours, la marine propose une voie d'accès, des possibilités de carrière. Votre chef, le responsable, Albosco, il ne vous regarde pas, il regarde ailleurs. Comment il sait que vous avez bossé, que vous avez largué la bosse? La tension est revenue dans le ciel. Bosse enlevée, je viens de dire quoi comme terme? Bosse larguée. Très bien, bosse larguée. Comme je vous dis et comme je vous le ressasse, on n'est rien sans l'autre. Sur un bateau, à terre, on ne peut travailler qu'en équipage. Il y a une diversité des motivations et des origines des marins qui se présentent. Ça peut être le voyage, ça peut être l'aventure, ça peut être la recherche d'une formation, ça peut être l'apprentissage d'un métier, ça peut être nos valeurs. Et effectivement, parce qu'il y a peu d'institutions qui proposent ce mix et qui permettent d'accéder très rapidement à des métiers qui sont à la fois valorisants, responsabilisants quand on est jeune. Sachant qu'un métier de mestrancier, la moyenne d'âge à Mestrance, c'est 21 ans. Ils ont certes le bac, mais leur moyenne d'âge, c'est 21 ans.
et ils font faire un BAT avionique qui vous sera proposé au bout de 3 à 4, voire 5 ans de marine. Mais vous aurez commencé à 16 ans, ce qui veut dire qu'en gros, vous serez au même âge à faire le même métier tel que celui qui aura été proposé à un bachelier 5 ans plus tôt. Sauf que le BAT, c'est l'équivalent d'un bac. Je parle de tout ça parce que je suis bien conscient que vous ne ferez pas tous 35 ans ou 40 ans dans la marine. Donc gardez bien à l'esprit que chaque fois qu'on vous propose des promotions au sein de la marine, elles vous servent pour le civil plus tard. Et tout ça, c'est accessible. Chaque année, 1100 jeunes bacheliers sont formés pour devenir officiers mariniers, les sous-officiers qui constituent l'ossature de la marine et garantissent au quotidien l'efficacité opérationnelle de toutes les unités. Deuxième compagnie, mon commandant, repos. Devenir officier marinier, c'est devenir meneur d'une équipe, l'accompagner jusqu'à l'aboutissement de la mission. Et j'ai conscience des responsabilités que ça endure et je suis prêt à relever le défi. Au commandement, garde à vous. Aux ordres de l'adjudant. J'ai été très surpris au début de la formation de voir que tout le monde était disponible pour s'entraider et travailler ensemble, notamment pendant les cours et les TP. On aura un exercice de navigation, de transit entre la baie de Douarnenez et le Guilvinec. Et vous allez vous occuper de tracer la route du commandant avec toutes les petites questions qu'on vous a posées. Ce qui m'a beaucoup agréablement surpris, c'est la disponibilité des instructeurs qui nous partagent leurs expériences au sein des navires, au sein des unités, ce qui nous permet de nous préparer à l'avenir et à nos futurs embarquements. Moi, je tenais absolument, avant de quitter l'institution, à intégrer une école de formation initiale. Je voulais voir de quoi était faite la génération actuelle qui avait pour vocation de venir un jour nous remplacer, nous les cadres les plus anciens. Et je dois dire que je ne suis pas déçu, car c'est une satisfaction permanente que de voir tous les 4 mois des élèves messeranciers sortir plein de conviction et d'envie et aller nous remplacer sur les bateaux et dans les unités opérationnelles. À l'issue de leur formation initiale militaire et maritime, les jeunes engagés vont suivre une formation métier pour devenir des spécialistes dans un des 80 métiers de la marine. Quelqu'un qui rentre aujourd'hui dans la marine peut occuper un premier métier, puis en changer plusieurs fois en fonction de ses appétences, de ses compétences, de sa motivation. Et c'est vraiment ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire des jeunes qui, au-delà de leurs études, de leur profil académique, ce sont des gens qui ont faim, des gens qui ont envie de montrer leur talent et qui ont envie d'évoluer. Il faut un ensemble de talents pour constituer les équipages robustes qui accompliront les grandes missions de la marine. La mission principale de la marine, c'est de protéger nos concitoyens. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Le 31 décembre comme le 14 juillet. Ça se fait de manière visible avec nos missions sur le globe, avec des bâtiments de surface, dans nos territoires d'outre-mer, pour protéger nos ressources, pour aller sauver nos compatriotes. Et ça se fait de manière invisible, au fond des mers, avec des sous-marins qui assurent notre dissuasion et qui fonctionnent avec tout un dispositif qui leur permet de donner la sécurité de leur emploi au président. Alors les missions visibles de la marine, c'est par exemple le sauvetage en mer. Venons de heurter une roche. Voie d'eau importante, sommes en train de couler. Avec des centaines de gens qui sont secourus en mer dans des tempêtes, dans des conditions parfois acrobatiques.
C'est la lutte contre les trafics, contre la pêche illicite, contre le trafic de drogue, avec par exemple en 2021 jusqu'à 45 tonnes de stupéfiants qui ont été saisis lors d'opérations maritimes. Et puis enfin, ce sont les opérations de réassurance militaire, comme le groupe aéronaval a pu le faire depuis février dernier en Méditerranée, dans le cadre de la crise et de la guerre en Ukraine. La marine peut compter, dans ses moyens, sur le porte-avions Charles de Gaulle et son groupe aéronaval. La France est un des rares pays à disposer d'une telle force. Moi, je suis en train de me retourner. À 39, on pose les 6 Rafales. Le Hawkeye à 16h16, puis Cacra ensuite. Après 2 années de commandement à la tête du Charles de Gaulle, je suis assez convaincu que ce qui a fait ce que j'ai vu du fonctionnement du porte-avions comme un outil d'excellence, c'est avant tout les femmes et les hommes qu'il compose, c'est-à-dire son équipage. À bord, reçu. Tout au long de ma carrière, et c'est ça qu'offre la marine et que je trouve assez impressionnant, c'est qu'on va augmenter en niveau de responsabilité, on va élargir notre spectre d'emploi. On ne fait jamais 2 fois la même chose et on est toujours obligé de se remettre en question pour progresser, pour atteindre des postes à responsabilité supérieure et on est encadré et formé pour ça. À bord. C'est très risqué, mais vu que j'ai l'habitude travailler dans le risque, eh ben, ça ne me fait rien. Et déjà, surtout que j'aime ce que je fais, j'ai pas peur. C'est un métier que j'aime, donc pour moi, quand on aime quelque chose, on ne voit pas les difficultés. Moi, c'est impressionnant et je me sens bien. Il faut savoir que je me considère comme un certain maillon de la chaîne opérationnelle, entre ma manière de travailler et le moment instantané auquel je vais travailler sur cet avion. Merci. Comme un réservoir ou une pièce d'avion. Il faut savoir que juste derrière, cet avion va partir et je me sens directement impliqué dans le terme de cette mission. Il y a une certaine émotion qui se dégage au décollage et au retour. Le porte-avions, ses rafales et son escorte permettent à la France de projeter sa puissance militaire partout dans le monde. Le Charles, comme l'appellent les marins, a été de toutes les grandes opérations avec les alliés de la France. En route 235. Afghanistan, Libye, Syrie, Irak et aujourd'hui l'Ukraine. Walter, Gouverner au 239. Je suis ravie d'être dans la Marine nationale parce que toutes les valeurs qu'elle présente me correspondent. On est dans un équipage, on part loin ensemble. Et c'est ce que je trouve passionnant parce que c'est un peu notre famille à bord. On oublie les soucis de la vie à terre et puis c'est parti en mission. Le groupe aéronaval, avec le porte-avions en tête, est un formidable outil de compréhension et de recueil d'informations au profit des autorités politiques et militaires françaises, d'un point de vue souverain ou en coalition, en partageant cette information recueillie.
Donc les Rafales, notamment embarquées à bord du porte-avions Charles de Gaulle, sont de formidables capteurs optiques, radars, électromagnétiques qui permettent d'agréger l'information et de comprendre ce qu'il se passe au-dessus d'un territoire terrestre quel qu'il soit, mais également évidemment en mer. Il n'y a rien, c'est bon. Pour remplir ses missions, le groupe aéronaval doit compter sur tous les métiers de la marine. Pour se protéger notamment, avec les fusiliers marins, spécialité presque aussi vieille que l'institution elle-même, et qui constituent les fantassins de la marine nationale. Un fusilier marin, c'est un homme qui est armé, qui sait se servir de son arme en tout temps et en tout lieu, qui a la connaissance de l'armement et qui, si besoin, pourra s'en servir. Je suis un peu les yeux et les oreilles du bateau. Pour moi, c'est une très grande responsabilité. La marine, c'est une histoire de famille, mais surtout une histoire d'engagement. Les fusiliers marins sont des experts de l'intervention en mer. Armée française, on saute! Ils sont au cœur de la défense maritime du territoire. Ils mènent également des missions de contrôle, de lutte contre les trafics et les pêches illégales, qu'ils peuvent parfois mener avec les commandos marines, les forces spéciales de la Marine nationale. Assaut en mer et libération d'otages, contre-terrorisme, renseignement, les descendants du prestigieux commando Kiefer sont au-devant de toute menace qui pèse sur notre pays. Si j'ai voulu devenir commando marine, c'est tout d'abord pour servir mon pays et ensuite pour perpétuer les traditions et les valeurs que nous ont léguées nos anciens, les premiers commandos marines qui ont débarqué sur les plages de Normandie le 6 juin 1944. Donc la mission Montcaran qui se passe en Guyane, dans les eaux guyanaises, c'est la lutte contre les pêches illicites. En fait, c'est les pêcheurs brésiliens qui viennent pêcher dans les eaux françaises. On est obligé d'intervenir pour justement intercepter les tapouilles. Les tapouilles, c'est les bateaux de pêche brésiliens. Lorsque nous sommes en approche des tapouilles, donc il y a un petit stress qui monte évidemment parce qu'on connaît les procédures des Brésiliens. On sait très bien que c'est les pêcheurs brésiliens qui peuvent répondre de manière violente. Charlie Echo reçu, 2 Brésiliens récalcitrants, 2 coopérants, parlez. Leur histoire, leur culture et la nature de leur mission rendent l'action des commandos marines invisible pour le grand public. Mais ce n'est pas le propre des marins au béret vert. Il est d'autres marins qui œuvrent en toute discrétion à la protection de la nation. Vous vous rendez compte quand le guindeau est historique ? Tapis au fond des mers,
les sous-mariniers et leurs bateaux mettent en œuvre le volet océanique de la dissuasion nucléaire. Depuis 1972, il y a au moins un sous-marin nucléaire lanceur d'engins en patrouille dans les océans du globe. Centrale, venir au 080. Tu chasses 1 minute 30 partout, et 1 minute 30 au ballast 3 et groupe avant. En tant que commandant, la dissuasion, c'est une responsabilité hors norme. La dissuasion nucléaire, on parle de l'assurance vie de la nation, on parle de la voûte nucléaire, on parle d'une notion de sécurité ultime de la France. Donc en tant que commandant d'un scénario en patrouille, on a une responsabilité de commandement, mais de commandement au sein d'une mission dans laquelle, plus que jamais, l'échec est absolument inacceptable. Aviso, il y a 2 minutes, azimut 028. Triscolique au first bone à 5005 mètres. Pour moi, la dissuasion, c'est montrer aux autres qu'on a les capacités de se défendre en conséquence à une attaque qui pourrait être de type nucléaire notamment. Donc c'est vraiment une chose importante pour notre pays, qui est quand même l'un des seuls parmi le monde à avoir cette force-là. Et c'est bien de la montrer et de montrer qu'on est constamment en mer et qu'on est présent, qu'on est prêt à réagir en cas d'attaque pour la défense du pays. Cardiolette mine à la barre, les barres de pont sont en mode manuel, la barre de dia en mode normal. On est réglé machine lumineux, immersion actuelle 83 mètres, on vient à 300 mètres, en route au 240, vitesse 797. Être pilote d'un sous-marin, c'est une grande responsabilité. Et je suis assez fier d'être pilote de sous-marin, parce que c'est pas n'importe quel sous-marin, c'est comme un sous-marin lanceur d'engins nucléaire. Centrale. À gauche 15, venir au 010. Reçu à gauche 15, venir au 010. À gauche 15, venir au 010. L'erreur n'est pas permise, car on a quand même un armement assez puissant. La barre est 10 à gauche. Chaque sous-marinier est un acteur de la dissuasion. Il est formé pour cela, il est entraîné pour cela. Et au quotidien d'une patrouille, il vit au contact direct d'un système d'armes qui est le système d'armes le plus puissant jamais créé par l'homme. Il a donc conscience de cela, même si c'est une conscience qui est latente, potentielle tout au long de la patrouille et tout au long de sa vie à bord. Je suis à 190 bornes, ODS. Sierra azimut 148, gisement 48, défile sur l'arrière de l'antenne de 4 degrés 9, croisement 1700 mètres, des max pour 8 nœuds, 4600 mètres, pas de Doppler. Et lancez une torpille sur Sierra. Torpille dans le 173, 4100 mètres, 4 de l'heure 172. Ok, reprenez effectivement le RP, fermez la porte avant. Le plus grand défi au cours d'une patrouille, il est de durer tout en conservant un certain équilibre, et notamment d'un point de vue humain. L'esprit d'équipage est très marqué, l'esprit de sous-marinier est très marqué, et il faut maintenir effectivement cet équilibre, et tout au long d'une patrouille, au long de 70 jours. C'est tout un village qu'il faut faire vivre de manière harmonieuse et durable au service de la mission. Ce qui me plaît dans la force sous-marine particulièrement, c'est pouvoir travailler avec des très hautes technologies constamment, être vraiment l'élite en quelque sorte de la technologie, être sous l'eau, pouvoir naviguer sur un sous-marin qui est quand même assez mystérieux, qui fait rêver beaucoup d'enfants. C'est vraiment sympa de pouvoir se dire qu'on est dans un sous-marin nucléaire, on fait partie de la petite famille française. C'est vraiment un vrai plaisir.
Toute l'histoire de la marine, depuis que des gens sont en mer, se résume par des affaires d'innovation. Que ce soit la barre, la rame, la boussole, le canon, la conduite de tir, pendant des siècles, la marine a progressé grâce à l'innovation et ça ne changera pas. Donc aujourd'hui, dans la marine, nous avons toujours cet effort d'innovation où des marins, des lieutenants de vaisseau, des premiers maîtres sont là pour apporter de la fraîcheur, de la réflexion tactique et puis avec nos camarades ingénieurs de la DGA, incrémenter la technologie venant du monde civil, venant également des industries d'armement pour produire des nouveaux bateaux, des nouveaux concepts, des nouvelles armes. Alors aujourd'hui, la marine a déjà pris de l'avance dans cette transformation avec ces nouvelles technologies. Nous avons les premiers drones avions, le SMDM embarqué sur des avisos. Nous avons les premiers drones hélicoptères avec le S-100 Shebel qui permettent de commencer à développer des concepts d'emploi avec des outils dronisés. Le détachement drone sur les PHA apporte un outil tactique complémentaire des autres hélicoptères embarqués. Et il permet de réaliser des missions pendant plus de 5h30. Lors de la dernière mission que j'ai réalisée, c'était lors de la mission Jeanne d'Arc 2022, où nous avons eu un cas de narcotrafic. La mission a donc été de fournir la première image du client. Et de suivre son arraisonnement par l'équipe de visite du bord. Et ensuite couvrir cette équipe de visite durant toute la phase d'enquête à bord. Les défis opérationnels pour la mise en place des drones dans la marine restent multiples. On se sent comme des pionniers. Et l'ensemble de ces défis à relever constitue une source de satisfaction personnelle. Dans les 30 dernières années, les opérations de la marine étaient horizontales. Elles partaient de la mer et elles arrivaient vers la terre. La projection de puissance était le centre de nos opérations. Avec l'arrivée des nouvelles conflictualités, nous sommes obligés de reconsidérer nos affaires dans la verticalité. Les opérations d'aujourd'hui, ce sont des opérations qui intègrent depuis les fonds sous-marins jusqu'à l'espace. Pour pouvoir manœuvrer un groupe aéronaval aujourd'hui, il faut maîtriser les communications spatiales, le brouillage, le GPS, l'observation depuis l'espace, comme les fonds sous-marins. Les capacités modulaires des drones leur permettent de remplir tout type de mission aérienne, en surface, mais aussi sous les océans. En termes de reconnaissance et de surveillance, les possibilités sont nombreuses, faisant des drones navals de véritables multiplicateurs de force. Dans un contexte géopolitique international qui se dégrade, le contrôle des fonds marins est devenu un enjeu capital. Nous en sommes encore au balbutiement des moyens qui nous permettraient de surveiller toutes nos approches maritimes et toutes nos infrastructures sensibles. Nous en avons déjà actuellement. Nous avons 2 ROV, donc des systèmes qui sont télécommandés, qui peuvent aller jusqu'à 2000 mètres. Dans les prochaines années, notre objectif va être de faire considérablement augmenter, d'étoffer considérablement cette équipe et ses moyens. Donc on va rechercher des moyens autonomes et aussi des moyens commandés pour intervenir jusqu'à 6000 mètres. 6000 mètres nous permettant de couvrir 97% des fonds marins et donc 97% des zones qui vont être contestées dans les années qui viennent.
En février 2022, le lieutenant de vaisseau Arnaud, sous-marinier, participe à la mission Elédon. Il devient le premier marin d'Active à dépasser les 2000 mètres de profondeur pour inspecter les câbles sous-marins à bord du Nautile, un véhicule sous-marin téléopéré habité. L'objectif que nous avons eu pour cette plongée, c'était d'illustrer nos capacités actuelles dans la maîtrise des fonds marins, puisque nous avons quand même déjà des capacités, pour accompagner la présentation de la stratégie ministérielle des fonds marins par la ministre des Armées en février 2022. Donc on voulait montrer ce qu'on est capable de faire avec des capacités françaises actuellement, qui ne sont pas nulles, qui sont évidemment perfectibles, mais qui sont actuellement jusqu'à 6000 mètres d'immersion grâce aux moyens scientifiques civils de l'IFREMER, qui est l'Institut français pour la recherche et l'exploitation de la mer. Et donc on a voulu montrer qu'on était capable, à cet instant, de surveiller nos infrastructures sensibles, et en particulier nos câbles sous-marins, au large de nos côtes. Ces câbles sous-marins, dans le monde, il y en a 450. C'est beaucoup et à la fois peu, parce qu'on doit se rendre compte que 97% des communications intercontinentales passent par ces câbles-là, des communications qui servent à la fois aux réseaux sociaux, mais aussi à la finance, à l'économie, et donc ça a des impacts considérables. Surveiller ces câbles, c'est s'assurer qu'ils n'ont pas de dysfonctionnement, d'appareils malveillants qui ont été déposés à de mauvaises intentions. Donc on doit être capable, et on le sera de plus en plus à l'avenir, de surveiller ces infrastructures qui sont sensibles et capitales dans nos sociétés modernes. Opérationnellement, cette mission a été une réussite puisque nous avons trouvé les objets que nous avions pour objectif. Nous n'avons pas trouvé d'objets malveillants à proximité, pas trouvé trace de passage de systèmes malveillants à proximité. Nous avons pu améliorer notre expérience du fond, améliorer notre expérience sur les temps nécessaires pour investiguer le fond et les appareils de nos infrastructures sensibles. Et nous avons donc montré nos capacités actuelles, qui sont déjà bien réelles, d'investigation modeste de certains appareils intéressants pour les armées françaises comme pour l'État français en général. L'esprit d'aventure est dans l'ADN du marin. Et en particulier chez les commandos marines. Partir loin, longtemps, en autonomie. Les forces spéciales doivent être agiles et parfois débrouillardes pour remplir leur mission. L'innovation est un impératif, un état d'esprit. À Lorient, les commandos marines ont créé le Fuscolab, un incubateur d'idées identiques à ceux du monde civil. Le conseil du Fuscolab était basé sur tout d'abord un lieu ouvert à tout le monde, à tous les marins et vraiment dédié à l'innovation. Ensuite, à une communauté, la communauté des innovateurs au sens large, avec ceux qui ont des idées. Alors pour ce faire, on discute, on échange beaucoup avec les unités, bien sûr. On étudie tous les retours d'expérience des missions. On rencontre des industriels qui vont nous présenter des technologies et des objets. Tout ça pour ensuite créer, depuis les idées, des projets. Au début de l'agence Innovation Défense, donc on a eu un projet avec CIR, qui est une entreprise locale, qui est un intégrateur de foils. Et plutôt que de rester dans l'expectative face à est-ce que les foils c'est une nouvelle technologie intéressante, ça paraît bien, chez les commandos, on s'est dit on va intégrer des foils sur nos bateaux.
On a vu que la technologie était à portée de main et qu'on avait quelque chose à gagner en autonomie, en vitesse, en volume sonore émis par l'embarcation, en diminution du sillage, en stabilité. Donc voilà, donc c'est quelque chose de très prometteur. Pour l'exemple du drone grappin, par exemple, on a une problématique, c'est qu'on est capable aujourd'hui de franchir des francs-bords à grande hauteur, mais les bateaux étant de plus en plus grands et parfois pas forcément propices à venir mettre nos perches dessus, il fallait un moyen de franchissement très grande hauteur. Donc un opérateur a eu l'idée de droniser finalement un grappin pour pouvoir avoir de grandes hauteurs. Vincent, du coup, la première version du drone grappin est satisfaisante. Le projet a été validé et ensuite on a trouvé l'industriel et on a travaillé main dans la main pour concevoir cet objet qui est aujourd'hui testé et prouvé pour arriver à un prototype final. Pourquoi les forces spéciales en innovent autant ? Il faut imaginer, alors c'est un peu schématique, mais globalement, on donne les moyens à l'armée conventionnelle de faire ses missions. Alors on vous donne, avec tel bateau, vous pouvez remplir telle mission, avec tel char, vous pouvez faire telle mission. Nous, les forces spéciales, c'est l'inverse. Armée française, tout le monde à terre! On nous donne des missions. Voilà, vous devez libérer un otage, et ben, vous vous débrouillez avec ça et vous allez libérer votre otage. Donc on a la culture d'adapter nos moyens à la mission. Nicolas, il y a un opérateur des tireurs d'élite de l'ESNO qui nous a fait part d'un besoin, le besoin d'illuminer légèrement les indicateurs des lunettes. L'impression 3D, c'est un vrai game changer de l'innovation parce qu'il vient répondre à des besoins sur mesure de manière industrielle. Là où à l'époque, pas si longtemps que ça, on parlait d'élastique, de bouts de bois et de Chatterton pour répondre à nos besoins. Aujourd'hui, on crée des pièces de niveau industriel qui viennent s'interfacer parfaitement, qu'on peut reproduire en série, qu'on peut faire de manière très rapide avec des matériaux divers et variés en fonction des besoins. C'est parfait, ça s'ajuste bien. Donc voilà, l'impression 3D, c'est un vrai game changer de l'innovation pour nous. Ça coûte pas grand-chose, mais ça apporte beaucoup. Alors je crois profondément que les opérations de demain, la guerre de demain, elle ne réside pas dans les livres qui ont déjà été écrits. Il va falloir inventer les choses. Parce que la prolifération de nouvelles technologies, le nombre de cas d'usage, ne conduisent pas à pouvoir anticiper ce que notre adversaire va pouvoir faire. Ce qui va compter, c'est la capacité à réagir. Et donc l'objectif de la marine de haute intensité, c'est de préparer nos marins et nos équipages à faire face à des situations inconnues, complexes, dans lesquelles les moyens seront comptés. Alors la préparation à la haute intensité, sur laquelle on travaille de façon plus intense depuis le 24 février dernier, depuis le début de la guerre en Ukraine. Pour moi, c'est l'occasion de sortir d'une logique de préparation opérationnelle telle qu'on la connaissait jusqu'à présent et d'entrer dans un nouveau monde, une nouvelle dimension avec un réalisme accru. L'exercice Tamoré, c'est une séquence d'entraînement au combat de haute intensité. C'est pour permettre à l'équipage d'aller au bout du geste. Attention, veille attentif sur toute embarcation rapide. C'est-à-dire être capable de détecter une menace, la caractériser et ensuite l'engager jusqu'au tir missile ou tir canon. La partie sécurité est confiée à une équipe d'entraîneurs, dont c'est la responsabilité. Et pour l'équipage, on se concentre uniquement sur la dimension tactique et l'entraînement au combat.
Probable Etraco, bâbord 330, en rapprochement. Secteur 4 aux éléments d'attente. Pour la tir d'avertissement sur le... Tir d'avertissement, bâbord 300 sur les tracos. Ouais, secteur 2, tir d'avertissement sur l'embarcation, bâbord 300, alerte. 30 coups restants. Le détraco est passé sur l'arrière, bâbord. Une des dimensions d'un exercice d'entraînement tamouré, c'est d'avoir une période de 3-4 jours, en l'occurrence 3 jours, 72 heures, où on met l'équipage sous pression, avec un objectif aussi de tester l'équipage à ses limites de fatigue, et donc charge à l'équipage de s'organiser pour tenir dans la durée et être capable d'avoir une résilience dans ces séquences de combat. Secteur 2 aux éléments d'attente. En fait, un navire de combat, c'est un univers extrêmement complexe, qui a la fragilité de sa complexité. Et ce qui fait qu'il est efficace, c'est qu'en toutes circonstances, les marins, son équipage, vont être capables de l'adapter, d'adapter les tactiques, d'adapter l'emploi des capteurs, de le réparer et de pouvoir répondre à sa mission pendant toute la durée de son déploiement. Et donc, notre entraînement a pour objectif de les préparer, de les habituer à devoir se débrouiller en mer, à devoir inventer, à devoir trouver des solutions alors qu'ils n'ont pas de soutien terrestre. Motorvet's a rebel. You have one more chance to comply. If you don't comply now, we will stop your ship even if we have to fire shot to disable you. You should consider the safety of your vessel and crew. Do you understand me? Over. Sorry, I will not cooperate with you. I will not cooperate with you. Allez à tous de commandant, on va effectuer un tir de semence. Attends, vous êtes alerte. Alerte. Commandant directeur, tir d'arrêt 300 mètres effectué. Une fois que la menace avait connu une certaine attrition, donc on a basculé sur une phase de contrôle d'embargo sur les armes et de contrôle de trafic de drogue. Et donc avec une mission qui nous a été ordonnée d'aller effectuer une visite sur un bateau suspect. La marine, pour moi, c'est avant tout une famille. On va tous s'entraider si on a des moments de faiblesse ou de doute. On va être là les uns pour les autres pour se soutenir. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on vit pendant plusieurs mois, 24 heures sur 24, tous ensemble. Donc c'est important d'être là les uns pour les autres et de s'entraider. Nombre de packs à bord annoncé, 6. On n'a pas pu vérifier exactement à l'optique depuis la passerelle. Au moins 3 packs, ils annoncent 6. Donc là, les instructions ont été données. On s'attend à trouver le commandant, enfin le capitaine en passerelle, le second à l'échelle de pilote et le reste de l'équipage rassemblé par l'arrière comme d'habitude. On m'a proposé une brigade de protection, car il nécessite une fille dans l'équipe pour pouvoir faire les palpations sur le personnel féminin. Donc moi je me suis dit pourquoi pas, parce que ça change du quotidien. C'est pour ça aussi qu'on rentre dans la marine, c'est pour faire des choses qui changent du quotidien, donc c'est intéressant. Les femmes sont tout aussi capables que les hommes de mener des missions comme ça de visitops. On est capable aussi de porter voilà, ce gilet pare-balles et de monter à une échelle de pilote. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas y arriver. Si on s'entraîne, on a les capacités pour.
s'engageant dans la marine, on s'y attend à un jour peut-être effectivement aller au combat. L'exercice amoureux est fait pour s'entraîner à ce genre de situation et à nous préparer mentalement effectivement à aller au combat si nécessaire. Donc on est prêt s'il le faut. Menace missile, le personnel ajuste la tenue. Dans le canon, les lunettes à poste. Montage et mise de feu sur autorisé. Le DLS au pari à manœuvrer. Pour cet exercice-là, il y a eu 2 phases principales. Une première phase pendant laquelle le bateau a été soumis à différentes menaces aériennes, missiles. Jusqu'à un engagement majeur par un raid massif qui a conduit à malheureusement le bord n'a pas pu détruire toutes les menaces et un aéronef a été capable de larguer une bombe sur le bateau. Secteur 3, but reconnu. Il y a un petit lèvre. Allez, on part, tirez notre allié. Plus bas. Ça a occasionné un impact majeur. Et donc là aussi, c'est un des objectifs de cet exercice, c'est d'entraîner le bateau à réagir. Okay. Dormir 3 heures ou 4 heures, c'est un peu... Bon, après, c'est dans la tête, c'est le mental. Par exemple, je bossais en cuisine, après, il fallait, par exemple, à 1h du matin, il y avait une alarme qui pétait, il fallait se lever, il fallait sortir le matériel, il fallait prendre en charge les blessés. Attendez, laissez passer Pour moi, ce que je dis à mes parents, parce qu'ils étaient un peu inquiets quand je me suis engagé, parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est un peu compliqué dans le monde. Mais moi, je leur ai dit, moi, s'il faut que je me sacrifie pour mon pays, je suis totalement prêt. Pendant qu'il récupère l'extincteur, tu vas récupérer le CO2. Le CO2, tu le traînes, tu le délaves sur place et tu le ramènes juste ici. Ça marche? Quel truc? Hein? C'est la priorité. Il y a certaines personnes dans le monde, ils n'arrivent pas, ils comprennent pas en fait. Qu'on est là en fait pour les protéger, qu'on est là pour eux, pour assurer leur sécurité. La seule priorité du CTO est l'évacuation du personnel de la zone avant vers la zone arrière. Voilà, nous notre but c'est, voilà. S'il faut mourir, ben on meurt. On est là pour défendre notre pays. C'est bon, il est mort. On a pas sur le bras. Aide-moi à passer les jambes. La préparation au combat de haute intensité structure aujourd'hui les entraînements et les exercices de la marine. Poste de combat. Le point d'orgue étant l'exercice Polaris qui s'est tenu fin 2021. Alors c'était un des grands enseignements de l'exercice Polaris, acquérir la confiance ou la confirmer de notre capacité à être apte au combat. Polaris est plus qu'un exercice. C'est devenu un concept dans la préparation des équipages au combat, de concert avec l'armée de terre, de l'air et de l'espace, mais aussi les alliés de la France. Le combat en mer, c'est bref, c'est fugace, c'est violent. Pour s'y préparer, il faut être prêt. Il faut que tout fonctionne au moment où on aura appuyé sur le bouton, où on aura déclenché l'opération. Et donc s'y préparer, c'est maîtriser parfaitement ces gestes techniques et ensuite avoir intégré tous les canons conformes qui vont faire qu'au moment où ça doit partir, ça ne part pas, mais on arrive quand même à ce que ça parte. Et c'est ça la force d'un équipage, c'est sa capacité à faire face aux situations imprévues.
Les hommes et les femmes qui servent dans la Marine nationale ont les talents, ont l'envie, ont les compétences, ont l'esprit d'équipage qui va leur permettre de relever les défis qui sont devant nous. Notre pays a connu des grandes périodes douloureuses. Il a toujours su se relever. Et donc j'ai la certitude que nous avons en nos mains les ressources qui nous permettront de répondre aux défis de demain.